Hello! Bonjour. Je suis avec Margot Oui. Klein. Margot Klein. Il faut dire, quand tu dis le Klein, il faut mettre l'enthousiasme. Il faut dire Margot Klein. Ouais. Ça fait circuler l'énergie. Je me sens super honorée de te recevoir, Margot, la grande Margot Klein. Vous savez qu'elle vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Bonjour Richesse. Et il se trouve que je l'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres il y a même pas un peu plus de 2 heures. Et Ouais, bam, Margot arrive chez moi. C'est juste énorme. Donc merci. Ben avec plaisir. On était trop synchro. Franchement, on n'a rien fait et c'était synchro. Donc je suis super contente. Énorme. Alors moi, je voudrais te faire un peu parler du bouquin sans tout révéler. Alors il faut dire que je ne l'ai pas relu en entier. Je ne l'ai pas relu en entier. Donc il y a peut-être des passages où je vais oublier. Mais bon, on va voir. Alors ce que j'aime bien dans ton bouquin, c'est qu'il y a 3 parties. Oui. Première partie de 0 à 10K. Ouais, la plus dure. La plus dure. C'est le plus dur. Mais je crois que je le dis à un moment donné, tu verras, où je dis que 0-10K, c'est la plus dure parce que c'est là où tu vas travailler le plus de temps. Tu veux que je tienne? Ouais. C'est là où tu travailles le plus de temps et où il y a le plus de temps sans résultat, en fait. Parce que tu travailles, tu fais des efforts, tu mets des nouvelles actions en place et souvent, ça dépend de ta rapidité, mais dans les premiers temps, il se passe rien. Donc, il n'y a rien. Tu mets beaucoup d'efforts et il n'y a rien. En tout cas, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas rien, mais il n'y a pas d'argent. Donc, c'est la phase la plus dure. Après, j'ai mis de 10 000 à 100 000. Ouais. Ça, c'est mieux. Là, c'est la phase où les choses, elles arrivent et tout. Là, tu t'éclates bien. C'est plus fluide, on va dire. Et de 100 000 à 1 million, là, il y a un autre palier. Ouais. Là, t'es obligé de changer de business. Enfin, t'es obligé. En plus, tu mets de 100 000 au million. Ouais, au million. pluriel. Au Ça, million. j'adore. Oui. Parce que de 100 000, tu peux faire 100 000, 10 millions. Après, c'est une moyenne. Hein. Tu peux faire 100 000, 8 millions, 100 000, 12 millions. C'est une moyenne. Mais ce que j'ai remarqué, quand tu passes les 100 000, ou peut-être on va dire les 150 ou 200 000, tu peux aller, j'allais dire facilement. Non, mais ton prochain palier, il est aux 10 millions. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, Ouais. on en déduit que tu as déjà au moins passé le million. Ouais. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement entre qui t'étais et qui t'es aujourd'hui? Ouais, mais ça va être long. Non, mais rapidement. Alors, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Donc, il y a 2 parties dans mon activité. La partie dans laquelle on s'est connus, enfin, via laquelle on s'est connus, donc je fais du coaching. J'aide les entrepreneurs à lever les blocages qui les empêchent d'exploser leurs revenus. Donc, de passer généralement de 10 000 à 100 000 ou de 100 000 au million. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, et c'est sur ça que je fais des conférences, etc. Et avant ça, alors comment résumer? Parce qu'avant ça, je faisais des petits boulots. Ouais. T'as fini quand même cadre à la Défense, J'ai fini. C'était horrible. après avoir fait des études à la Sorbonne, si on peut résumer. J'ai fait des études, ce qu'on appelle prestigieuses, entre guillemets. J'ai étudié à l'étranger pour apprendre l'anglais parce que j'étais nulle. Donc j'ai fait mon bac plus 4, master 1 à l'étranger. Donc j'avais une licence, master 1, master 2 à la Sorbonne. Bon, c'est pas la meilleure école de France, mais c'est une bonne école. Du coup, j'avais eu un bon job. Enfin, j'ai fait un stage et un job, donc j'étais consultante en système d'information, quelque chose comme ça. Enfin non, un peu pompeux. En gros, j'étais consultante et j'étais placée chez des clients, donc je bossais à la Défense. Et tu es placée chez des clients, donc tu te déplaces en fait. Voilà. Ça m'a saoulée. Pendant longtemps, j'ai démissionné, j'ai fait 3 boîtes de conseil, parce qu'au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être la boîte, ça peut arriver. Tu vois, t'aimes pas la boîte, ou tu te fais pas avec la boîte. J'ai fait une 2e boîte, ça n'a pas marché. Enfin, je n'aimais pas, c'était pas leur faute, hein, c'était juste moi, j'aimais pas. 3e, c'était mieux, mais j'aimais pas de ouf. Donc j'ai dit, bon, on va faire autre chose, tu vois. Et donc j'ai lancé mes blogs. Premier blog qui existe toujours, laroutedelaforme.fr, qui explique comment perdre du poids dans les grandes lignes. Et ensuite, ça m'a amené à plusieurs choses. J'ai fait des lancements. Ce blog, il s'est fait remarquer parce que j'ai eu des résultats rapidement avec. Enfin, rapidement, oui. Relativement rapidement. Et du coup, il y a plusieurs personnes de l'infoprenariat connues, en tout cas qui étaient des grosses machines, qui faisaient plusieurs millions déjà, qui m'ont demandé de m'occuper de leur lancement orchestré. C'est ce qu'on appelait, tu sais, les lancements vidéo. Et du coup, je me suis occupée de leur marketing et on a fait des excellents résultats 2 années d'affilée avec plusieurs personnes. Et là, je me suis dit, ah, finalement, Margot, t'es pas mal en marketing, t'arrives à faire des ventes, donc on va faire des millions pour toi. Et c'est là où où je me suis dit,
bah, pourquoi tu fais pas la même chose pour toi? Alors moi, j'ai jamais fait personnellement de lancement orchestré, mais peu importe la stratégie, j'ai appliqué les stratégies que je connaissais à mon business. Donc mon business qui s'appelle Margot Klein. Très beaucoup d'imagination. Donc voilà. Donc c'est ça. Est-ce que tu vois un truc à rajouter? Parce que tu connais de l'extérieur, toi. Ouais, un petit peu. C'est vrai que moi, ce qui m'impressionne, c'est ton âge aussi. Oui, j'ai 29 ans. Voilà. Et puis ton compte en banque. Ouais, ça. Ouais, c'est des chiffres, ça. Ouais. Bon, il y a beaucoup de zéros, quoi. Ouais, il faut des chiffres devant les zéros, par contre. Sinon, ça vaut pas beaucoup. Mais ouais. Ben après, c'est bien. Ça permet de faire des choses. Ça permet qu'on soit là un vendredi après, mais tu vois, Ouais. on fait une interview tranquillement. Alors, on aurait pu, la majorité des gens, ils sont au travail, tu vois. Alors, ce qui m'intéresse, bon, moi, les personnes que j'accompagne en consulting, coaching, ce sont des chefs d'entreprise, pour l'instant de PME. Ouais, très bien. Ouais. Et du coup, je me dis qu'il y a dans ton bouquin, Bonjour Richesse, de 100 000, de 100K au million, des infos qui peuvent les intéresser carrément. Et notamment... Il y a des petites notes, vous voyez pas, mais elle a fait des petites notes. Une vraie journaliste. On voit les petites notes là. Notamment, je vais te poser, page 197, la question qu'on lui pose le plus en interview, c'est quelle est la clé du succès d'une entreprise? Mais ça, on me demande tout le temps. Genre, à chaque fois, les gens... Attends, je vais prendre ce petit truc. Ils me disent, Margot, comment t'as fait pour réussir aussi vite? Alors, tu vois, ils mettent aussi vite ou malgré ton âge ou je sais pas, ils mettent un truc derrière. Et tu vois, je donne une réponse, bon, en fonction de... Tu sais, t'es dans une discussion, donc la personne, bah toi, t'es plus chef d'entreprise ou etc., plus blogueur, donc je réponds, mais en vrai, il n'y a pas vraiment une clé. Tu vois, on me demande toujours le secret ou la clé ou le truc le plus important. En vrai, il n'y en a pas. Le seul truc, peut-être si on pouvait... Mais il y a tellement de choses, mais si on devait en choisir un, ce serait, je pense, alors tu peux l'appeler différemment, soit l'état d'esprit, soit l'état intérieur, mais ton intériorité à toi, quoi. Tu dis... Je réponds quoi? Vas-y, j'ai oublié. Alors, ah mais bravo, tu es cohérente. Tu es cohérente parce que tu dis l'état d'esprit et le développement personnel du chef d'entreprise représentent 100% de la réussite d'un business, qu'il soit en dur ou en ligne. Je suis d'accord avec moi-même. C'est vrai. Et ensuite, un peu plus loin, tu dis, si vous voulez éviter de stagner ou de provoquer votre échec, alors vous devez absolument comprendre 3 choses. Vos schémas mentaux inconscients, vos émotions et votre ego. Et voilà, moi, c'est mon kiff, en fait, ça, c'est 3 points. Et c'est là-dessus que j'accompagne les dirigeants d'entreprise, en fait, à aligner tête, corps... tête, corps, trip. Moi, j'appelle tête, cœur, trip ou tête, cœur, corps. Voilà. Tête, cœur... Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Okay, d'accord. Et en actionnant leur levier intérieur. Et ça, je trouve ça énorme. Comment t'as fait, toi, personnellement, pour progresser là-dessus, par rapport à la maturité que tu as aujourd'hui, enfin cet état d'esprit, tu l'as en fait. Et c'est ce que tu transmets, enfin en tout cas c'est ce que tu m'as transmis et qui m'a notamment permis de me lancer, de quitter moi aussi mon statut de cadre. C'est trop bien ça. Et de me lancer dans cette aventure. Mais du coup, toi, voilà, comment t'as fait? Bah, déjà, je pense que c'est toujours en apprentissage. T'apprends toujours, donc c'est pas fini. Là, toi, je suis toujours en train d'apprendre. Mais ce qui a fait, je pense que je l'ai compris très jeune du fait de la vie, parce qu'on a tous des expériences de vie différentes. Et moi, j'ai dû, ou alors je me suis sentie obligée, ou je me suis dit, il faut que tu comprennes ça très jeune dans ma vie, pour me protéger. Donc on a des... Compris quoi? Bah, ces 3 choses-là. Ah ouais. Donc, il fallait que donc, les émotions, l'ego. Donc, toi, t'appelles ça quoi? Tête, donc schéma mental, le cœur et le corps. Ouais. Donc, moi, j'ai compris très vite, très jeune, qu'on avait des schémas mentaux. Que j'en avais aussi, mais que les gens aussi, ils en avaient. Donc, j'ai dû décortiquer ça très jeune. Idem pour les émotions. J'ai vu les émotions, ce que ça faisait, et les égos. Enfin, l'ego de chacun. Donc, bah, j'ai compris ça très jeune. Et... bah, j'en ai souffert moi-même en fait parce que mes émotions et du coup mes schémas ont fait que mes émotions étaient j'ai refoulé mes émotions, etc. Donc en fait c'était soit je le comprenais, soit je libérais mes émotions, soit je comprenais ces 3 systèmes ensemble et qu'il fallait les libérer, soit
je sais pas, je crevais, quoi. Donc, t'as compris toute seule? ouais, j'ai compris toute seule. Après, quand je me suis mis dans l'entrepreneuriat et que j'ai voulu gagner du temps, là, on m'a dit, ah, tu sais, Margot, il y a du coaching. Moi, je connaissais pas coaching, développement personnel. Je connaissais pas du tout. Et on m'a dit, si tu veux gagner du temps, enfin, on m'a dit, tu vois, on te parle, on dit, ah, moi, j'ai pris un coach, il a fait ça. Je dis, ah ouais. Bon. Donc, j'ai entendu, j'ai compris que les coachs et se faire accompagner, ça me permettait, dans mon business, d'accélérer. Mais ça paraît logique après, tu vois, quand tu fais du sport, si tu, je sais pas, tu fais du ski, bah, tu prends un coach de ski pour être le meilleur en ski. Ça paraît logique, tu vois. Si tu veux être pâtissier, tu prends un coach en pâtisserie. Ça paraît logique, sauf que moi, j'avais pas pensé à ça dans l'entrepreneuriat. Et j'en ai pris un coach, puis 2, puis 3, et à chaque fois, boum, je faisais des accélérés, quoi. Des accélérations. Je sais plus parler français. Des accélérations, et du coup, ça m'a permis dans le business d'accélérer. Mais tu peux prendre des coachs de vie aussi, ça permet d'accélérer dans ta vie. Mais moi, j'étais pas trop au courant. Donc, j'en ai pas pris. Ok. Après, par rapport à l'ego, parce que peut-être ça parle pas à tout le monde. Comment tu décris l'ego, toi? Voilà. T'as vu? Comment tu décris l'ego? Et alors, bon, peut-être si tu veux, je t'aide. Il y a définition de l'ego. Ah ouais. Putain, j'ai fait un truc pas mal. Si vous faites vos propres recherches à ce sujet, vous trouverez autant de réponses que de personnes qui ont planché sur la question. Ouais, moi, j'ai plusieurs bouquins sur l'ego parce que justement, comme c'est aussi partie intégrante de mon business, je me suis dit, bon, il faut que tu arrives à le définir si on te pose la question. Et c'est vrai que c'est... J'aime bien les bouddhistes, moi, sur ça, sur l'ego. Ouais. J'aime bien les bouddhistes parce qu'ils ont fait même pas des recherches, mais des expériences sur l'ego qui sont très profondes, puisque eux, ils disent, enfin, selon leur philosophie, il faut tuer l'ego. Donc, tuer ton jeu, le jeu, l'appartenance, celui qui veut posséder, qui peut avoir du pouvoir, etc. Donc, il faut le tuer. Donc, tu apprends à te séparer, en gros, de ta représentation sociale, qui est l'ego, en fait. Je suis un homme, je suis puissant, ou je suis une femme, je suis puissante, bref. Et du coup, les bouddhistes, ils t'apprennent à tuer, enfin, leur philosophie veut tuer l'ego, pour arriver à un état de toi-même très pur, très authentique. Et c'est très complexe à atteindre. Ouais. Mais j'aime beaucoup leur définition, quoi. Ouais, alors c'est vrai que j'ai vu ça dans ton bouquin. Là, pour le coup, je partage pas. Parce que, en fait, pour moi, il y a deux chemins. Il y a le chemin qu'on pourrait appeler vertical, qui est effectivement celui qui va tuer l'ego, où tu vas te rapprocher de ta pureté, en fait, de ton cœur, l'ouverture de cœur à 100%. Effectivement, il y a l'ego qui fait 0%, on pourrait dire. Et après, tu as le chemin horizontal, qui est, aujourd'hui, peut-être mon ego, je l'ai dévoilé. Enfin, pour moi, c'est comme des couches opaques qui obscurcissent notre cœur, qui est, lui, juste pureté, joie, amour, enfin, tout ce que tu veux. Et en fait, petit à petit, on enlève les voiles avec le travail qu'on fait avec les coachs. et autres, d'ailleurs, il n'y a pas que les coachs qui permettent d'avancer là-dessus. Il y a, voilà, les guides spirituels, il y a, bon, bref, il y a des psys, peut-être. Et on enlève, et peut-être si aujourd'hui je suis à 60% de dévoilage de mon ego, et ben il y a le travail horizontal qui est j'aime mon ego tel qu'il est, parce qu'en fait mon ego c'est juste mon gardien, c'est celui que j'ai construit quand j'étais petite, que j'ai eu tout ça, et lui je l'aime. Eh ben oui, mais c'est ça. Et du coup, ça je trouve ça trop intéressant parce que c'est des thèses, je sais pas si on peut appeler ça des thèses, mais bon, des idées, je sais pas, qui sont développées aujourd'hui, comme quoi il faut garder son ego. Enfin, une partie. Bah, je dis pas il faut le garder, il y a le vertical, mais en tout cas, là où t'en es, faut l'aimer aussi, quoi. Non, mais il est là pour te protéger, quoi. Oui, non, mais on va pas détester l'ego. Non, ça, je suis d'accord. De toute façon, ça sert à rien d'émettre une énergie non créatrice sur quelque chose qui est à toi. Ça sert à rien. Ton ego, tu l'as créé. Donc, autant l'aimer, vu que c'est toi qui l'as créé. Donc, je serais jamais pour envoyer une énergie destructrice sur quelque chose que toi, t'as créé. Donc, on l'aime, l'ego. Ça, on est d'accord. Mais, ce que j'aime, c'est que maintenant, on dit, enfin, maintenant, je sais pas, bon, j'ai vu, plein de gens me disent, ouais, mais l'ego, moi, je l'aime mon ego, je veux le garder en partie, parce que l'ego, c'est ce qui me permet d'avoir de l'argent, la matérialité, qui permet de sortir ma puissance quand j'en ai besoin, ou voilà, bon, plein de choses comme ça. Et du coup, moi, j'entends, mais c'est moi après, tu vois, j'entends, j'aime ma blessure d'enfance, j'aime mon enfant qui souffre, j'ai un peu envie de le garder, souffrant, tu vois, parce que on s'habitue à sa souffrance. Donc,
Non, je pense qu'on n'a pas besoin de garder son ego. C'est juste que les derniers kilomètres ou les derniers pourcentages, eh ben, c'est vraiment... Tu as l'impression d'avancer sans protection. Tu es totalement vulnérable. Ouais. Tu as l'impression, hein, ce qui est une impression, c'est pas la réalité. Parce que quand tu es dans ta vulnérabilité, qui peut t'attaquer? Ouais. Tu peux pas. Ouais. C'est pas possible. Ouais, Quelqu'un dit tu es jalouse ou je sais pas quoi. Oui, je suis jalouse, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu veux me dire de plus? Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Il y a un sage indien qui dit devenir 100% vulnérable pour être 100% invulnérable. Ouais, mais c'est sûr. Ouais. Et là, effectivement, du coup, tu as dévoilé tout ton ego. Mais c'est Non, dans c'est le juste terme que- tuer, tu vois, qui me... Bah, alors, du Parce coup, que tuer, c'est un peu ton ennemi, alors que en fait, c'est pas ton ennemi, non, quoi. parce que du coup, C'est ton gardien. les bouddhistes, eux, la mort a une représentation très forte. C'est-à-dire que dans le bouddhisme, il y a le livre de la mort du bouddhisme. Ouais. Donc c'est juste, pour eux, la mort, c'est pour ça, et encore, j'en connais qu'une petite partie, tu vois, c'est tellement dense. Mais pour eux, la mort, c'est juste, tu quittes ton corps physique. C'est tout. Mm. Donc, c'est comme si tu déménageais. Donc, du coup, eux, quand ils disent tuer l'ego, c'est tuer ta représentation parce qu'ils disent que tu es attaché à ton corps. Et à la représentation que tu te fais de ton corps. Ouais. Et dans ce sens, je trouve ça intéressant. Et après, bon, tu meurs, tu déménages, cool. Enfin, je sais pas où tu vas, mais... Bon, donc, ouais, pour un dirigeant, essentiel. Enfin, c'est pas obligé. Si tu veux réussir au max de ta réussite, oui, le travail sur l'ego, il est nécessaire. Ouais, au max de ton potentiel, en fait. Et amener ta boîte aussi au max de son potentiel. Alors, le dirigeant, il doit faire ce chemin-là. Enfin, il ira plus loin s'il le fait, en tout cas. Tu vas lire un autre passage, là? Comment? Ah, il y a une question que j'adore. Comment? Je vais le relire, hein, parce que pour les interviews, à chaque fois, je vais découvrir, tu sais. Comment vendre plus cher que tous vos concurrents et réussir plus rapidement que tout le monde dans votre marché? Ouais. Tu te rappelles? Je sais pas, mais moi, je me dirais, tu te luxurises tout de suite. Hein. Tu apportes max de valeur et tu te... Je sais pas si ça se dit, ça luxurise. Non, Ouais, je sais pas si ça se dit en français, mais... Ouais, tu apportes plus de valeur et... Bon, déjà, il y a un travail sur les croyances limitantes à faire. Parce que souvent, notre prix, c'est le max qu'on pense pouvoir recevoir et qu'on pense pouvoir donner. Souvent, là, j'étais avec un client au téléphone et je lui dis, bon, c'est quoi le prix? C'est un futur client, donc on fait l'appel de vente. Il me dit, ok, je commence avec toi. Je lui dis, écoute, c'est quoi là le prix de ton produit que tu vends? Il me dit 5800 hors taxe. Et je lui dis, quel est le prix du coaching le plus cher que tu as acheté? Et là, il a bugué, il m'a dit, putain, c'est 5800 hors taxe. Et toi, quel est le prix du coaching le plus cher que tu as acheté? 1 million. T'as acheté un coaching 1 million? Ouais, en tout, c'est 1 million. Ouais. Avec des upsells, tu sais, les Américains, ils upsellent bien. Hein. Les Américains, sur les upsells... 1 million, alors c'est un coaching quoi, sur un an? Bah, en fait, voilà, tu vois, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre une durée. Ouais. Mais on s'en fout de la durée, puisque moi, j'ai acheté un résultat. Donc, merde, je truc le micro. Non, c'est bon. J'ai acheté un résultat. Donc, si le résultat, il arrive en 3 mois, bah, moi, je suis contente. Si le résultat, il arrive en 30 ans, je vais être moins contente. Donc, je m'en fous de la durée. Je veux juste avoir les connaissances nécessaires pour arriver à mon résultat, avoir le mindset nécessaire pour arriver à mon résultat, et si besoin, un suivi pour aller plus vite à mon résultat. Parce que parfois, tu as des moments down un petit peu, donc c'est quand tu as quelqu'un qui te recadre, bon, ben, ça te fait avancer plus vite. Donc, moi, je m'en fous le temps. J'achète la promesse. Je suis quelqu'un qui achète vite, qui s'en fout de qui tu es. Là encore, je voulais quelqu'un qui lit mon thème astral, tu vois. Ouais. J'ai posté sur Facebook et un gars, il est venu me parler tout de suite. Il m'a dit, appelle-moi, j'appelle. Il me dit, voilà, c'est 50 €, je suis disponible demain à 19h. Boum, j'ai acheté. Je le connais pas, je sais pas d'où il sort. Il m'appelle, on s'appelle, hop, je le sens bien. Bim, j'achète. Donc, je suis quelqu'un qui achète vite, cher, je m'en fous du prix, et au résultat. Donc, je m'en fous combien de temps, en fait. Hein. Mais ça sera souvent... Sauf si tu travailles sur toi, il faut travailler là sur ça. Souvent, nos croyances limitantes sont liées au max qu'on peut dépenser. Et lui, c'était ça. Il avait dépensé 5008, donc il se dit, les gens peuvent pas dépenser plus de 5008.
Ouais. Non. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai fait appel à toi, c'était pour vraiment passer le pas et puis me libérer de tout ce carcan qui disait reste dans ton job, t'as 4 enfants, machin, c'est bien, t'as un job de cadre, c'est sécurisé et j'avais besoin de toi pour ça. Et aujourd'hui, je refais appel à toi pour ça en fait, parce que je suis plafonnée. Tu te plafonnes. Ouais, voilà. Et je me dis, bon, allô Margot, quoi. Margot, elle vend des coachings à 1 million, donc... Ouais, mais moi aussi, hein. J'avais mon plafond à 100 000 et puis j'ai fait appel à quelqu'un pour l'augmenter aussi. Ça arrive à tout le monde, hein. Ouais. Donc, tu prends un coach, ouais, ça arrive à tout le monde. Bon, donc, ouais, je suis très très heureuse vraiment de faire cet échange avec toi parce que Margot, ça fait partie de mes mentors. Et avoir un mentor qui a moins de 30 ans, qui est millionnaire et qui est simple en fait, c'est ça que j'aime. C'est ton authenticité, ta simplicité, ta nature. Enfin voilà, c'est. Oui, c'est vrai que j'ai pas trop changé, mais. Et t'as pas trop changé, alors que maintenant, du coup, tu passes à l'étape d'après. Maintenant, tu es un vrai investisseur. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette opération que tu as faite aux États-Unis? Donc, tu viens d'acheter une boîte. Oui. Donc, là, c'est différent. On sort du business en ligne, d'Internet, c'est très différent. On pourrait dire là qu'on revient au business en dur, ou au business traditionnel, je sais pas trop comment l'appeler. Et du coup, j'ai fait appel à un nouveau coach, un Américain, qui s'appelle Dan Peña. Et lui, donc, il t'apprend à créer une fortune transgénérationnelle. Et du coup, sa promesse, c'est faire tes premiers 100 millions. Et après, devenir milliardaire. Donc, c'est ces 2 promesses. Et du coup, bon, je suis allée le voir. Bon, ce qui fait... Bon, bref. Donc, j'ai suivi, il me mentore actuellement. Et du coup, la technique, ce qui t'enseigne, si tu le veux, c'est d'acheter des entreprises et de créer de la richesse et de la valeur et de l'equity, je sais pas comment on dit en français equity, de la valeur, en rachetant ces sociétés-là. Donc c'est ce que je fais. Moi, j'ai choisi les États-Unis et tu peux choisir le pays que tu veux. Et... C'est de l'actif, non? Ouais, c'est equity, je sais pas, hein, franchement. Pas, bon. Patrimoine peut-être. Ok. Je sais pas. Bon, et du coup, voilà, moi j'ai choisi les États-Unis et j'ai choisi de racheter des sociétés aux États-Unis. Je regarde aussi chez moi à Malte, parce qu'il y a des sociétés. Après, c'est petit Malte, donc il y a moins de sociétés, mais il y en a. Donc ça marche aussi pour l'immobilier. Et voilà, du coup, c'est ce que je fais aux États-Unis. Après, c'est dense, c'est complexe, émotionnellement. C'est simple sur le papier, mais émotionnellement, c'est très... C'est costaud émotionnellement. C'est quoi qui est émotionnel? C'est la valeur, les valeurs qui sont en jeu? Oui, je pense que tu peux avoir ça. Moi, j'avais fait un gros travail sur mes croyances limitantes, donc c'est pas tellement l'argent en jeu qui me stresse. C'est pas... Pour là, même moi, je me dis 1,4 million, bon, je le fais pour... ça va me donner confiance et tout, mais ça m'excite pas outre mesure, le montant. Je trouve que c'est un peu nul, tu vois, un peu bof, voilà. C'est bien, mais c'est pas terrible. Et par contre, émotionnellement, ce qui est dur, c'est que tu dois faire beaucoup d'appels à froid. Donc moi, qui n'était pas ma langue natale, l'américain, enfin l'anglais. Donc déjà, tu vois, il y a tout un vocabulaire que maintenant je connais en anglais et que je connais pas en français, mais il y a beaucoup d'appels à froid, beaucoup de rejection, de rejet, de non. On te dit non, non, non. T'appelles qui? T'appelles directement T'appelles tous les gens, en fait, t'as besoin de créer... dirigeants de boîte? T'appelles des dirigeants de boîte, t'appelles des avocats, t'appelles des banques, t'appelles des experts dans ton industrie, t'appelles tous les gens, tous les acteurs dont tu as besoin pour réaliser ces opérations-là. Donc, c'est comme si t'achetais un immeuble ou une maison, t'as besoin d'un notaire, bon, de tous ces gens-là, d'une banque, bah c'est pareil. C'est juste que là, c'est des montants plus grands. Moi, c'était pas dans ma langue natale, donc ça rajoute quand même un... Et on te dit non énormément de fois. Donc là, c'est pas est-ce que tu es le meilleur, c'est est-ce que tu es celui qui va aller plus loin que les autres dans le fait d'appeler. Moi, j'en parlais avec ma mère là. Elle me dit mais combien de fois t'as appelé? J'ai dû appeler 500 fois. Ah ouais? Ouais. Ben, j'arrondis, mais à mon avis, un peu plus, quoi. Et j'ai appelé, t'appelles, et sur 500 appels, on m'a dit oui 10 fois, quoi. D'accord. Donc, tu vois, c'est pas beaucoup. Le ratio est nul, tu vois. Donc, et là, la société que j'ai trouvée, j'ai appelé pendant 3 jours, et c'est rapide, hein, 3 jours non-stop, appel à froid, comme ça, des appels à... J'ai démarché, en fait, du démarchage, et il y a 2 gars qui m'ont rappelé, un gars qui m'a laissé un message, et lui, le gars que j'achète, là, il m'a rappelé, je l'ai eu, on a... Closé. Voilà.
Donc sur 3 jours, j'ai dû passer... j'appelais toutes les 5 minutes. D'accord. Parce que j'ai laissé des messages, personne ne me répondait. Ou alors on me raccrochait au nez. Donc imagine, toutes les 5 minutes, faire un appel pendant 3 jours. Donc j'imagine que la persévérance fait partie de tes valeurs. Mais c'est la répétition plus que la persévérance. Pour moi, je crois beaucoup à la répétition. Tu répètes un truc. Comment tu apprends à marcher? Comment tes enfants, ils ont appris à marcher? Tu leur tiens la main, ils tombent. Tu leur tiens la main, ils tombent. Ah, un jour, ils tombent pas. Ouais. Mais on parlait tout à l'heure de sages et tout ça, et dans je sais plus, un des bouquins que j'ai lu, j'ai vu la différence entre le maître et le disciple. C'est que le maître est tombé plus de fois que le disciple. Ouais, ça, Je trouve ça, ouais, ça résonne avec ce que tu dis, mais c'est ça. ouais. Et quelle est ta vision de l'amour? Je change de sujet. Hein. Ma vision de l'amour. J'ai pas de vision de l'amour. Chacun, il faut juste que ce soit libre et que ça respecte notre propre vision de l'amour. J'ai pas de vision de l'amour. C'est juste pour moi un ressenti. Tu le ressens. C'est un truc que tu ressens quoi dans ton corps et que tu choisis d'exprimer ou pas. Et dans cette expression de l'amour, pour moi, tu dois être libre d'expression. Si, bien sûr, tu n'emmerdes pas en exprimant ton amour quelqu'un d'autre. Tu vois? Voilà. Donc pour moi, l'amour, c'est juste un sentiment que tout le monde partage et que tu exprimes ou pas. Et dans cette expression de l'amour, tout le monde devrait être libre de le faire. Et aujourd'hui, tu es mariée. Ouais. Comment tu arrives à concilier du coup ton activité pro qui est assez prenante, enfin voilà, entrepreneur, en plus maintenant tu es aux États-Unis avec ta vie de couple? Comment je fais pour concilier? Ouais. À chaque fois, on me dit, je sais pas ce que ça veut dire concilier. Ça veut dire quoi concilier? Ça veut dire être au top dans les deux. Enfin, je sais pas. Être au top dans les deux. Bah, c'est pareil. Hein, pas choisir en fait, tu vois, c'est le truc de. Ah non, mais alors tu dois faire un choix. Bah, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, soit dans ta journée, soit tu travailles, soit tu passes du temps à construire ton couple ou tes enfants, c'est pareil, peu importe. Donc soit tu travailles, là je travaille. Là, je construis mon couple, ou là, j'accorde de l'amour à mes enfants, de l'attention à mes enfants, ou mes amis, peu importe. Donc, il y a des moments dans ma journée où je choisis de travailler, il y a des moments où je choisis de travailler sur mon couple. Donc, je concilie, si c'est ça, concilier, ouais, okay. Alors je fais ça. Mais c'est comme le business, t'as des problèmes, c'est la même chose. si tu travailles pas dessus, les ventes elles chutent, c'est la même chose. C'est la réussite dans tout, c'est la même chose en fait. Si tu veux de la réussite quelque part, tu dois y mettre de l'énergie, de l'attention, et voilà. Donc si tu délaisses ton couple ou tes enfants ou peu importe, ou une partie de ta vie, ben tu vas pas réussir dans celle-là. Donc c'est pareil. Donc je concilie, j'accorde de l'attention, importance, je sais pas comment tu veux dire, dans les deux. Ok. Pour moi, après, j'imagine il y a plein d'autres formes d'amour ou de conciliation. Mais... Ouais, et en termes de temps consacré, tu arrives à équilibrer ou en tout cas faire que ton couple soit bien, quoi. Après, moi, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Donc, et du coup, quand tu es honnête avec toi-même, tu as plus tendance à être honnête avec les autres. Donc moi, j'ai toujours été hyper honnête avec moi-même en disant, moi, c'est trop important ce que je suis en train de... Enfin, j'adore ce que je suis en train de construire, je kiffe, etc. Donc, si au bout d'un moment, tu t'opposes à ce que je suis en train de construire, next. Tu vois, ça va pas me faire plaisir, hein. Je suis mariée depuis 5 ans, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, je suis super amoureuse. Si, par contre, au bout d'un moment, tu viens t'opposer entre moi... C'est comme si t'es un enfant et on te dit t'arrêtes de jouer. Il y a quelqu'un qui se met entre toi et ton jouet. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'énerver. Bon, c'est pareil. Donc moi, j'ai été toujours honnête envers moi-même sur ça. Du coup, je l'ai toujours dit à l'autre. Alors, du coup, il n'y a pas de mensonge. C'est clair. Okay. Soit tu veux créer et toi aussi construire ça, soit tu veux pas. Mais il faut que tu sois clair en face. Si tu veux, nice, on continue, on s'amuse, etc. Soit tu veux pas, eh ben, on trouve une voie de sortie. Et c'est ok, parce que je sais pas si l'amour est éternel ou pas, j'en sais rien. C'est peut-être le sentiment, oui, peut-être le sentiment, mais peut-être la matérialisation physique, peut-être pas, j'en sais rien. Donc, ça a toujours été clair pour moi. Et pour l'autre en face aussi. Ouais. Et je casse tout le micro. Alors. Et
Une fois, on avait parlé du lien, de la relation que tu fais entre l'amour et l'argent. Ouais. Ça m'avait, sur le coup, ça m'avait assise et maintenant je transmets ça parce que je comprends, mais je trouverais intéressant Bah que oui. tu le partages. Bah c'est dans le, je le dis, j'explique toujours pareil. Je compare. Alors, pour moi, enfin pas pour moi, mais l'argent et on dit c'est une énergie, un flux, et l'amour on dit pareil, c'est une énergie, c'est pareil. Mais les deux se donnent et se reçoivent. Donc tu peux recevoir de l'amour, tu peux recevoir de l'argent, puis tu peux te donner de l'amour et tu peux te donner de l'argent. Et souvent, enfin en tout cas ce que j'ai remarqué, c'est que l'amour et l'argent c'est les mêmes flux. Donc je l'explique d'une façon un peu bizarre, mais je dis l'amour, imagine l'amour et l'argent. Donc il y a deux pipelines, deux gros tuyaux là de travaux. Un tuyau qui va donner et un autre tuyau tout à fait séparé qui va recevoir. Souvent, le tuyau qui donne, il est très ouvert, il est fluide. Donc on va donner de l'amour, donner de l'argent. On n'a pas de problème à investir, pas de problème à montrer aux autres qu'on les aime. Ça circule, tu vois. Mais ça circule sur le pipeline sortant. On donne. Et ensuite, il y a l'autre pipeline, l'autre tuyau qui est recevoir. Bon. Et souvent, les gens ils viennent me voir parce qu'ils me disent Margot, je fais plein d'efforts, j'arrive pas à avoir de l'argent ou alors pas à la hauteur de ce que moi je donne. Ok, donc on regarde et souvent on a coupé ou fermé, plutôt fermé, le tuyau recevoir. On a fermé. Et on a fermé pas pour l'argent. Tout le monde veut recevoir de l'argent. Enfin, je connais personne qui veut pas recevoir d'argent. Mais on a fermé parce qu'on veut pas recevoir d'amour. On se l'est pas formulé comme ça. On se l'est formulé comme je veux plus qu'on me blesse. Donc, j'ai eu des expériences qui m'ont blessée vis-à-vis de l'amour. Ah, ça m'a fait mal. Clac, j'ai fermé le tuyau. Comme ça, c'est logique, tu vois, quand on y pense. Ça, c'est l'ego. Tu vois. Il se dit, ah ben comme ça, on me fait plus chier, je souffrirai plus, blablabla, blablabla. Problème, on coupe le tuyau au recevoir. Hein. Donc, tu reçois pas de merde, je suis d'accord, mais tu reçois pas d'amour, positif, tu vois, qui te fait plaisir, ni d'argent. Ah, du coup, t'es dans la merde parce que tu formules une demande, je veux recevoir de l'argent. Du coup, on réouvre un petit peu, clac, 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 le tuyau, jusqu'à totalement, ou en tout cas une bonne partie, pour recevoir l'amour et l'argent. Alors, et quand comment on fait pour réouvrir le tuyau? Eh ben, tiens, t'as l'ego. Ouais. Parce que le mien, là, le mien, d'ailleurs, là, tu vois, il est un peu fermé, c'est clair. Parce que tu te protèges, c'est normal. Donc, c'est venir dans ta vulnérabilité. Donc, reconnaître là où t'as été blessé, aimer, c'est bizarre ce que je veux dire, mais aimer la personne ou la partie où t'as été blessé, et les émotions que ça donne. Parce que parfois, quand on est blessé, on a de la colère, du ressenti, de la frustration, de la tristesse, peu importe, plein d'autres choses. Et on veut les combattre. Oui, je suis dégoûtée d'être triste, j'en ai marre d'être frustrée. Tu vois, on les pousse loin, ces émotions qui sont pas agréables à vivre. Ben, c'est juste de les prendre dans nos bras et de les aimer. Ben, merci colère, je t'aime beaucoup. Merci tristesse, je t'aime beaucoup. T'inquiète, ça va. Je sais pas, tu lui parles quoi. Bref, ça fait un peu bizarre, mais aimer ces émotions qui viennent et les vivre et les aimer, tout simplement. Du coup, elles vont s'atténuer. C'est-à-dire, elles vont arrêter de t'embêter vu que tu vas commencer à les aimer. Donc, tu vas arrêter de bloquer et tu vas les accueillir. Du coup, tu vas accueillir en même temps ta vulnérabilité. Et là, ça réouvre. Ok, donc pour toi, quand il y a des blocages sur le plan financier, Ça fait partie. Ok, ça en fait partie. Parce que il y a plusieurs choses, hein, mais ça, c'est un des plus grands. Ok. Un autre plus grand, en tout cas que je ressens pour moi, c'est la loyauté par rapport à ton système familial. Voilà, un schéma, ça. Ça, c'est un schéma Ouais. fort, la famille. Et du coup, comment tu fais pour dépasser celui-là? Bah ça, c'est au cas par cas. Ça dépend de la loyauté que t'as, ça dépend de la peur que t'as mis derrière, ça dépend le schéma qui s'est déclenché pour protéger tout ça. Là, c'est complexe. Et c'est pour ça que je fais du coaching parce que, enfin, c'est complexe. Une fois que t'as le schéma, ça va, tu sais comment l'enlever. Mais c'est tellement individuel à chaque personne que tu peux pas. Par contre, là où ça s'applique à tout le monde, c'est que on a une fidélité familiale pour la majorité des gens. Donc, il faut l'identifier, il faut voir pourquoi on la garde. Et si tu veux la garder maintenant.
ou si tu veux l'enlever. Et si tu veux l'enlever, on regarde le schéma qui est là, on le regarde et on lui dit bon, et on fait un travail vis-à-vis de ce schéma. C'est toujours des schémas soit qu'on répète, soit qu'on provoque par fidélité. Et on en a tous, que ce soit sur le succès, la réussite, l'argent, la faillite, peu importe. Et après, il y a une idée qui est assez répandue dans notre système judéo-chrétien, qui est gagner de l'argent, en gros, c'est mal. Enfin, c'est bien, comme tu disais, c'est bien d'en donner, mais en gagner trop, t'es pas une bonne personne. Et c'est quoi ta vision par rapport à ça? C'est un conditionnement. Hein. Donc déjà, moi, tout ce qui est conditionnement, j'y adhère pas tellement. Toi, tu l'as pas eu ou tu l'as giclé? Comment pour gagner comme ça, pour être millionnaire aujourd'hui à moins de 30 ans? En fait, je me suis rendu compte que c'était un mensonge. Hein, parce que quand tu lis la Bible, alors j'ai pas étudié la Torah, mais quand tu étudies la Bible, c'est pas marqué. C'est pas ça le message. Quand tu étudies la Bible dans la langue originelle, c'est pas ça qui a marqué. Tu la lis en ce moment, tu m'as dit, mais dans la langue originelle? Oui. Ah ouais? Alors, je lis des traductions de personnes de la langue originelle. Donc, tu as une page en langue originelle et une page traduite. Okay. Mais c'est un peu chiant à lire, hein, parce que tu as les origines, tu sais comment on dit, l'étymologie. Ouais. Alors, tu vois l'étymologie du mot et ce qu'il est devenu. Tu mets 1 heure à lire une phrase. Déjà, rien que lire la Bible en français. Toi, du coup, mais ça m'intéresse beaucoup parce que tu vois, il y a une phrase connue en français, je sais même plus ce que ça donne, qui est l'argent et le mal est la racine de tous les maux. Il y a quelque chose comme ça en français. Okay. Money, tu vois, is the root for all evil. Donc c'est la racine de tous les diables. En français, je pense de tous les maux. Et en fait, l'argent, donc le mot qu'on a mis argent, c'était pas ça originellement. Originellement dans le texte, c'était l'avarice. Donc c'est pas pareil, tu vois. L'avarice, là je suis d'accord. T'as plein d'argent, tu redonnes pas. Ah, là, le débat, il est différent. Ça veut dire qu'avarice, ça implique que t'as de l'argent. Ou en tout cas, que tu peux en donner à la hauteur de ton argent. Pas l'argent, tu vois. Pas money. Non, avarice. Ouais. Et ça résonne avec mes croyances, pour le coup, qui est, l'argent, il est fait pour circuler, en fait. C'est une énergie. Ouais, voilà. L'humain, ça, c'est l'ego. On dit mon argent. Mais, ton argent. Ton argent. Toi, tu as imprimé et tu as dit, c'est mon argent. Non, c'est de l'argent qui, là, il est sur ton compte ou entre tes mains. Mais il vient d'où? Ah quelqu'un te l'a donné. Donc, en fait, tu as l'argent de quelqu'un d'autre. C'est pas ton argent. Faut arrêter de mettre notre appartenance partout. Tu vois? My money. Non, c'est pas ton argent. De l'argent. Et toi, tu l'as. Et donc, selon tes croyances, Dieu, il t'accorde l'argent là, ou l'univers t'accorde de l'argent maintenant, mais c'est pas toi. On te l'accorde sur le moment. Kiffe, fais-en ce que tu veux, ou kiffe pas, fais ce que tu veux, mais on te l'accorde. En fonction de tes croyances, tu traduis comme tu veux, mais on te l'accorde. Il est pas à toi, donc faut arrêter. Et on dit, j'ai tout perdu. T'as perdu quoi? T'as perdu quelque chose qui était pas à toi à la base, donc... Tu vois? C'est... Donc, judéo-chrétien, non. En France et en Europe, de manière générale, on aime bien utiliser ça pour maintenir les gens dans du conditionnement. Les Américains, ils n'ont pas cette culture judéo-chrétienne, ils ont beaucoup de religions, mais ils sont beaucoup baptistes. Donc c'est une branche du catholicisme qui est que si tu as ce talent pour créer l'argent et la capacité physique de créer l'argent, tu dois en gagner plein, tout ce que tu peux, au maximum de ce que tu peux, pour le redonner à ta communauté et que ta famille soit dans l'abondance, ils disent pas abondance, mais dans l'aisance, tu vois. Mais tu dois pas faire trop, etc. Rockefeller, qui a été beaucoup décrié, était baptiste, tu vois. Et du coup, encore aujourd'hui, c'est la famille la plus philanthrope au monde. Donc, alors, pourquoi? Alors, l'argent, l'argent, on dit c'est bon, tu vois. L'argent, ça va, c'est bien. Ok, là, pour refaire Notre-Dame, ça va, tu vois. Non, mais l'argent, c'est cool. C'est juste qu'on essaie de diaboliser parce qu'il y a une réalité mécanique. Parfois, oui, c'est utilisé pour faire de la merde. Oui, je suis d'accord. C'est vrai, mais la pauvreté, ça fait aussi de la merde. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Tu vois? Les deux, ça fait de la merde. Ouais. C'est tout. Donc, non, l'argent, c'est juste qu'on en fait. Et en fait, c'est juste un outil. Donc, et nous, je sais pas, on met des trucs dessus, là, qui n'ont pas lieu. Mais on s'en fout, en vrai. Ça change rien, l'argent. Si tu as des projets, ça va te permettre de les réaliser plus vite, plus grand.
Et tu vas avoir un confort, quoi. Tu vas pouvoir t'habiller, manger, mettre bien les gens autour de toi. Voilà, mais une fois que tes besoins primaires, secondaires, ils sont remplis, je te promets, mes clients maintenant, ils m'appellent, ils me disent, bon, j'ai trop d'argent, mais je suis pas bien. Maintenant, les gens viennent à moi, mais je te jure, et ils ont de l'argent, et ils se rendent compte que, en fait, leurs problèmes, ils sont là. Ah, bah oui. Ok, ton problème d'argent, les habits, la nourriture, le toit, je suis d'accord, ça, tu peux te former en développement personnel, ça va rien changer. Si t'as pas de toi, t'as pas de toi. Mais une fois que tu as tous ces besoins couverts, et que tu as une voiture, enfin bref, que tu as un minimum de confort et que tu manges à ta faim, ça va. Ton cerveau, il va pas vouloir aller chercher plus d'argent. Hein. On s'en fout. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser au Bitcoin. T'es une des premières à avoir investi là-dedans. Bon, pas une première, mais Ouais. en avoir parlé peut-être. En amont, enfin, il y a quand même, il y a combien de temps? Je sais plus, mais un Bitcoin, ça coûtait 300 € ou dollars, je sais même plus. 300, 350. Ouais, et du coup, maintenant, Ben, maintenant, je crois qu'ils sont à 8000 $. et toi, t'en as pour combien? Ben, j'ai gardé, hein. J'ai pas vendu, j'ai toujours les mêmes. Hein. Donc, j'ai une vingtaine de bitcoins, toujours pareil. D'accord. Mais j'ai pas touché. C'est dans ma petite clé, là, et voilà. Ok. Ouais, j'ai pas touché. Bon. Ben, merci Margot pour cet échange. Donc voilà, moi je vous conseille Bonjour Richesse parce que Moi aussi, mais je l'ai pas lu. Mais il est très bien, je l'ai écrit et c'est top. et puis donc si on peut donner un dernier conseil aux dirigeants d'entreprise, donc, qui sont les personnes que j'accompagne, ton meilleur conseil au-delà de 100% sur l'état d'esprit et pour aller plus vite, faites-vous accompagner. Qu'est-ce qu'on... Ah ouais. Ah, Mais au-delà de ça. Ah oui, au-delà de d'accord. ça- Non, mais ok, Non, on peut... au-delà de ça, d'investir plus que ce qu'on peut. Voilà. Genre de se faire peur dans l'investissement. C'est-à-dire, je sais pas, si tu te dis je peux investir jusqu'à 100 000, bah tu investis le double. Ouais. Voilà. Vraiment. C'est ce que tu fais. C'est ce que je fais, oui, bien sûr. Et ça marche. Parce que du coup, tu vas penser comme quelqu'un qui va investir à 200 000, alors que tu es à 100 000. Je donne un chiffre on s'en fout, c'est juste pour... Du coup, ça te permet de Bah, passer au niveau d'après. Du coup, tu doubles déjà tes croyances limitantes. Ouais. Donc, tu me dis au début, je sais pas si on l'a enregistré, tu as dit pourquoi les États-Unis. Ouais. Tu m'as dit pourquoi tu Oui, investis non, aux États-Unis. on n'enregistrait pas. Ouais. Pourquoi t'investis aux États-Unis? Pourquoi aux États-Unis, voilà. Mais parce que c'est fou les États-Unis. Parce que les montants aux États-Unis, ça choque mon cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des deals à 23 milliards. Je me dis, oh, 23 milliards. Je sais même pas combien ça fait de chiffres. Tu vois. Du coup, ça te permet directement de jouer au niveau d'après. Voilà. Ça, tu es dans un environnement où quand cabinet d'avocat, je leur dis, bon, j'ai un deal. Je leur dis, mais bon, c'est un petit deal. Et ils me font, bah, c'est combien? Je dis 1,4 million. Il fait, ah ouais. Bon, bah ouais. Bon, bah ça, c'est 3 jours de travail, quoi. Le mec, il s'en fout, quoi. Il dit, ouais, ok. Je lui dis, mais c'est quoi, là, le plus gros deal que t'es en train de bosser? Il me dit, ah, 153 millions, tu vois. Le gars, 1 million, c'est rien. Donc, là, je sais que j'ai un avocat qui bosse sur des deals à 153 millions. Donc, mon cerveau, il se dit 153 millions, 153 millions. Donc, t'investis le double. Et puisque tu n'as pas l'argent, tu vas chercher l'argent où il est. Il y a de l'argent partout aujourd'hui. Juste va le chercher. Donc, je sais pas, ça dépend où tu habites, ta situation. Va chercher de l'argent. Joue dans la cour des grands, quoi. Mais il y a de l'argent partout. Comment les autres, ils arrivent à faire des crédits ou à lever des fonds? Pourquoi ils arrivent? Il y a des startups, ils lèvent des fonds, ils gagnent pas d'argent. Ils font faillite tous les mois et ils arrivent à lever des fonds. T'imagines ça quand même? C'est-à-dire qu'il y a un business, tu perds de l'argent tous les mois et tu arrives à lever des fonds. Et pire, la personne, elle te donne de l'argent et elle prend une part de ta boîte qui est en faillite. Je me dis, mais attends, Instagram, ils se sont fait racheter pour combien par Facebook? Ils gagnaient pas d'argent. Et toi, tu fais de l'argent et tu n'arrives pas à chercher l'argent. Je me dis, c'est pas possible. Si un gars qui est en faillite, il arrive à vendre des parts de sa société, si tu gagnes de l'argent, tu dois pouvoir chercher l'argent quand même. Tu vois? Ouais. Donc, c'est ça mon conseil. C'était long, mais c'est parfait. Ça. Voilà. Génial. Ben, merci beaucoup, Margot, d'avoir pris le temps pour cette interview. Et puis, voilà, c'était Margot Klein et Christelle Rigolier, coach et entrepreneur, et puis plein d'autres choses. Bah oui.